du SCAP qui sont conservées, il a cette culture comme ça technique et légaliste. Donc il y a des lois, il y a des ordonnances allemandes, des lois françaises, il faut les appliquer et très vite on rentre dans des détails. Et il rentre dans des détails extrêmement sordides, donc très vite il doit déterminer qui est juif, le statut, une communauté maritale est-elle juive ou non, si l'un des conjoints n'est pas juif, etc. Il va rentrer dans des détails d'application et de définition raciale des personnes au nom de l'application technique simplement des lois qui sont vues à l'époque comme défensives. Jean Berthelot est l'autre homme clé de la SNCF. Le régime de Vichy le propulse au rang de secrétaire d'État au transport et aux communications. À ce titre, il siège au conseil d'administration de la SNCF. Berthelot, il est entre les deux. Il est à la fois le patron de tout ce qui est en dessous et le ministre du gouvernement pour tout ce qui est au-dessus. Donc pour ce qui est au-dessus, il est solidaire de la collaboration sur le thème, et il le dira, après la guerre, il passera en jugement, comme tous les ministres de Vichy, et il dira, oui, c'est vrai, on a joué et on a perdu. Mais on ne pouvait pas savoir qu'on allait perdre. Et, il fallait essayer de jouer, on ne pouvait pas ne pas le faire, on ne pouvait pas refuser. Il y a toujours cette idée aussi du sacrifice. J'ai été appelé par le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. Lui-même, qui était un très vieil homme, comblé d'honneur, il a tout risqué. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Octobre 1940. Le régime de Vichy institue le statut des Juifs. C'est une série de mesures antisémites que le gouvernement de Pétain a élaborées de sa propre initiative. Et même dans les Juifs, chez les Juifs, après la guerre, les Juifs français qui ont survécu, les gens disaient « mais ça, c'est imposé par les nazis ». Eh bien non, c'est vraiment Pétain et les équipes qui l'entourent, mais Pétain lui-même qui veut cela. Et donc le statut d'octobre 1940, plus aucun professeur, de l'instituteur jusqu'au professeur de faculté, plus aucun juge, plus aucun militaire, plus aucun préfet, plus aucun policier. Et puis ensuite, on va en rajouter personne dans la banque, personne dans le cinéma, très peu d'étudiants. Donc il va vraiment y avoir des mesures de discrimination interne contre les Juifs. Et la SNCF va être frappée. Le secrétaire d'État au transport Jean Berthelot veille à faire appliquer les lois anti-juives à la SNCF. Tous les employés juifs sont licenciés. Quant aux actions de la société détenues par des juifs, elles leur sont confisquées. En d'autres termes, la direction de la SNCF a contribué dès la première heure à marginaliser les juifs français et à les priver de leurs droits. En Slovaquie, la situation est similaire. Le 15 mars 1939, les troupes allemandes envahissent la Tchéquie et entrent dans Prague, au mépris des accords de Munich. La veille, la Slovaquie a fait sécession et a proclamé son indépendance. De nombreux Slovaques croient accéder à l'indépendance dont ils rêvent depuis si longtemps. En réalité, la Slovaquie devient un État satellite à la botte de l'Allemagne nazie. Das aus dem unnatürlichen, geschichtswidrigen tschechoslowakischen Staatsgebilde herausgelöste slowakische Volk begann ein eigenes staatliches Leben nach seiner völkischen Eigenart zu entwickeln. Der Tiso zieht als Präsident der unter dem Schutz des Reiches stehenden jungen Republik in seine Hauptstadt ein. La Slovaquie est gouvernée par un régime autoritaire de parti unique, dirigé par le prêtre catholique Joseph Tiso. Son ministre de l'Intérieur est Alexander Mach, dit Sanyo Mach. Représentant l'aile radicale du gouvernement slovaque, c'est un partisan fanatique de la ligne allemande des nouveaux maîtres de Bratislava. Pour les Juifs de Slovaquie, cela ne présage rien de bon. Je me souviens très bien. J'ai encore cette phrase de Mach dans les oreilles. Je la dis en slovaque et après je vous la traduis. Príde marec, príde apríl, transporty pôjdu. Mars viendra, avril viendra et les transports partiront.
Ça fait penser à une chanson, je trouve. 9 septembre 1941. Le gouvernement slovaque adopte le Code juif. Ces lois, d'une brutalité inouïe, vont priver la population juive de tous ses droits. En l'espace d'une année, 12 000 entreprises appartenant à des juifs sont confisquées. Le Code juif est entré en vigueur le 9 septembre 1941. Il comportait des centaines d'articles antisémites. À l'époque, ses auteurs et le ministre de l'Intérieur, Mach, se vantaient d'avoir une loi raciale encore plus dure que les lois de Nuremberg. Dans tous les pays, il s'est malheureusement trouvé des gens pour collaborer à cette terrible entreprise. Et des êtres humains normaux se sont transformés en meurtriers. En Slovaquie, le recensement des Juifs commence dès la fin 1941. Dans les mois qui suivent, ils sont internés dans des camps de regroupement sur tout le territoire slovaque. Les chemins de fer slovaques commencent à organiser les déportations en concertation avec l'Office central de la sécurité du Reich. Dans tout le pays, des employés des chemins de fer établissent les horaires, coordonnent les itinéraires, préparent le matériel. Le 25 mars 1942, un premier convoi part pour Auschwitz et Lublin. Le gouvernement slovaque est très satisfait de la campagne de déportation de l'année 1942. Visiblement, les chemins de fer slovaques n'ont rien laissé au hasard. Nous connaissons tous les détails techniques de l'organisation des convois. Nous savons par exemple, grâce au registre de commande, que la division des chemins de fer avait commandé 300 seaux, 300 cadenas et chaînes pour fermer les wagons. Ce qui correspond à 300 wagons, soit 6 trains. Le ministère slovaque des Travaux publics et des Transports a assuré toute la partie technique en suivant les consignes du ministère de l'Intérieur. Il faut savoir que le premier décret de déportation a été signé le 5 mars et que le premier convoi est parti le 25 mars. Autrement dit, les autorités slovaques avaient pris l'initiative de tout faire préparer. Pays-Bas, été 1940. Après l'appel de la direction des chemins de fer néerlandais à coopérer avec l'occupant, les Allemands rappellent aux cheminots leur devoir, mettre à leur disposition la totalité du matériel demandé sans aucune restriction. Les ateliers de réparation néerlandais s'occupent aussi des locomotives allemandes. Le temps de travail hebdomadaire est porté à 54 heures. L'occupant demande aux Néerlandais de se porter volontaires pour aller travailler en Allemagne. Mais seuls 200 cheminots répondront à l'appel. Pour les Allemands, c'est insuffisant. Ils veulent que 10% de l'effectif total travaille pour les chemins de fer du Reich. On est loin du compte. Ils imposent le travail obligatoire. Par ailleurs, les chemins de fer néerlandais fonctionnent parfaitement, ce qui arrange les occupants. Ils décident de passer à l'étape suivante, exterminer les Juifs des Pays-Bas. Le pays abrite des milliers de réfugiés juifs. Après la nuit de cristal en novembre 1938, ils sont nombreux à avoir fui l'Allemagne nazie pour se réfugier aux Pays-Bas. Ils s'y sentaient en sécurité. Mais après l'invasion allemande, ils se retrouvent pris au piège. Les Juifs néerlandais sont également menacés. Un ami est venu tirer mes parents du lit.
Il leur a dit « Il y a un bateau prêt à partir pour l'Angleterre qui nous attend à Muiden. » Mes parents ont réfléchi et ils ont répondu « Non, toute notre famille dépend de nous. » Ils avaient mes grands-parents à charge. Et puis les oncles et les neveux travaillaient pour l'affaire familiale et ne voulaient pas partir. Il leur a dit « Vous prenez la mauvaise décision. Vous le regretterez. » Et il avait raison. Pour être sûr d'arrêter tous les juifs des Pays-Bas, les Allemands mettent en place un conseil juif, 6 mois après l'invasion du pays. Ce conseil est chargé de recenser les 140 000 juifs néerlandais. Officiellement, il s'agit de garantir leur sécurité. Mais en réalité, le recensement servira de base aux déportations. Avant l'invasion allemande, les autorités néerlandaises avaient déjà cherché un lieu où regrouper les nombreux réfugiés juifs allemands. Mais la tâche n'était pas simple. L'un des sites envisagés était trop près du palais d'été de la reine, un autre trop petit. Finalement, un camp de réfugiés central est aménagé à 10 km au nord du village de Westerbork, loin de toute agglomération. Une villa de rêve, cachée dans la forêt. C'était la résidence du commandant allemand de Westerbork, le plus grand camp de concentration des Pays-Bas. Depuis la création du camp en 1938, la surveillance extérieure était assurée par la gendarmerie néerlandaise. À l'époque, c'était un camp de réfugiés où étaient regroupés les juifs étrangers. Les frais étaient supportés par la communauté juive néerlandaise. Et quand les Allemands en ont fait un camp de transit, la gendarmerie a continué à en assurer la surveillance. Camp de Westerbork, septembre 1940. Des prisonniers juifs installent les voies qui relieront le camp au réseau ferré néerlandais pour faciliter l'organisation des déportations à venir. Aujourd'hui, ces voies n'existent plus. Le camp de Westerbork ne se trouvait pas directement sur la ligne qui reliait Assen à la frontière allemande. Au début, les prisonniers devaient marcher jusqu'à la ligne principale. Et c'était trop loin, trop compliqué, trop exposé à la vue des habitants. Les chemins de fer néerlandais ont reçu l'ordre d'installer une petite voie qui reliait l'intérieur du camp à la ligne principale. Aux Pays-Bas, la première rafle a lieu en février 1941. Les Allemands arrêtent plus de 400 hommes juifs et les déportent au camp de Mauthausen. Les communistes néerlandais lancent alors un appel à la grève générale, mais elle est brutalement réprimée par les Allemands. À la Nederlandsche Spoorwegen, le plus gros employeur du pays avec 32 000 salariés, le mouvement n'a pas été suivi. La société reste fidèle à sa promesse de collaborer loyalement avec les forces d'occupation. Les préparatifs pour les déportations peuvent se poursuivre. France, automne 1940. De nombreuses familles juives venues de toute l'Europe se sont réfugiées en zone libre. Elles pensent y être en sécurité. Mais la politique anti-juive du gouvernement de Vichy est en marche. Après l'entrée en vigueur du statut des Juifs en octobre 1940, les autorités françaises commencent à recenser et à interner les Juifs étrangers. Or, où trouver ces Juifs étrangers, sinon dans les camps français, donc de zones libres, rappelons-le, de zones non occupées. Les camps vont donc à ce moment-là être presque complètement vidés de leurs Juifs étrangers, femmes, enfants, vieillards, et ces Juifs vont être regroupés par des convois de trains français organisés par la SNCF vers Drancy, et de là, très rapidement, déportés vers Auschwitz.
Maurice Rachefus est né en France en 1928 de parents juifs polonais. L'invasion allemande met fin à une enfance heureuse. Aujourd'hui encore, les événements dramatiques de ces années noires ne le lâchent pas. Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Eh bien, du jour au lendemain, on me fait comprendre que je ne suis plus un petit Français comme les autres. Parce que très rapidement, en octobre 1940, il y a les premières lois raciales. Il y a le statut des Juifs du maréchal Pétain depuis Vichy. Et puis en même temps, dans la zone d'occupation au nord, l'Allemagne, enfin quand ça me vient toujours de dire l'Allemagne, enfin les nazis imposent aux Juifs de se déclarer dans les commissariats de police. Pour les Juifs de France, la situation est de plus en plus critique. La propagande antisémite attise la haine. À l'époque, environ 350 000 Juifs vivent dans le pays. En août 1941, les autorités françaises ouvrent à Drancy, en banlieue parisienne, un camp d'internement pour y enfermer les Juifs, les tziganes et les opposants. Le camp est placé sous la surveillance de la police et de la gendarmerie française. Les premiers Juifs y sont internés le 20 août. Ils sont plus de 4000. Ici, c'était des bâtiments qui n'étaient pas terminés, donc il n'y avait pas de chambre, il y avait uniquement des énormes pièces de 30-40 mètres de long. Sont arrivés là des hommes, uniquement, qui avaient été raflés dans la matinée, et puis le lendemain, dans un lieu complètement inhospitalier, où on ne pouvait même pas on se couchait par terre, et pratiquement rien à manger. Pour retrouver un peu l'atmosphère de cette époque, il faut penser que derrière moi, là, il y a des arbres, il n'y avait pas d'arbres. C'était une place nue. Et ces bâtiments font 200 mètres de long de chaque côté, 40 mètres au fond. Maurice Rachefus a retrouvé l'endroit précis d'où ses parents ont été déportés. Ce bâtiment du camp de Drancy. Ils sont sortis par là pour aller jusqu'au bus qui les emmenait vers les trains de la mort. Ce chant est l'un des seuls souvenirs qu'il ait conservé de sa mère. Donc toutes ces chansons sont toujours empreintes à la fois de tristesse, de nostalgie, et avec un fond tragique. C'est pour ça que cette chanson me touche beaucoup, parce que cette chanson s'appelle Moïse mein Freund, c'est-à-dire Petit Maurice, mon ami. Et ma mère me chantait toujours cette chanson. Au musée de la Shoah, à Paris, nous rencontrons M. Gérard. Il est né en 1922 à Berlin. Sa famille a fui les nazis et s'est réfugiée en France en zone libre. Mais bientôt, elle n'y est plus en sécurité. J'en avais même pas connaissance. Tout le monde dit « Ah bah oui, c'est les Allemands qui obligent Pétain de faire ça, mais en France, ce ne sera jamais comme en Allemagne, etc. » Je n'ai pas été particulièrement impressionné. Il était inimaginable pour moi que des Français, au sein du gouvernement de Vichy, pouvaient activement instaurer un régime particulier pour les Juifs en France. Tout ça, c'était encore inimaginable. Et le train a franchi la ligne de démarcation, est arrivé à Drancy, et j'ai vu le premier Allemand sur un pont qui enjambe la voie ferrée. Il y avait une sentinelle allemande.
Alors j'ai compris qu'on nous remettait aux Allemands. Ça va être une collaboration sur le plan général, administratif, mais sur le plan économique, sur le plan policier. Et lorsque, à partir de début du printemps de 1942, une des priorités de la politique allemande va être l'assassinat de tous les juifs présents en Europe, eh bien, avant, on demandait des matières premières, du charbon, des pommes de terre. Maintenant, on demande des personnes, sauf que pour les Allemands, les juifs ne sont pas des personnes, ce sont des juifs. Et donc, il faut livrer ces juifs. Eh bien, la France livrera ces juifs. Pays-Bas, été 1942. Le 1er juillet, le camp de réfugiés central de Westerbork passe officiellement sous contrôle allemand. Désormais, il porte le titre de camp de transit de Westerbork et il est dirigé par la police allemande. La population internée à Westerbork varie en fonction de l'activité des camps de concentration et d'extermination en Allemagne et en Pologne. Elle atteindra jusqu'à 17 000 prisonniers parqués là avant d'être déportés. Depuis l'été 1942, le gouvernement néerlandais en exil à Londres a compris le but poursuivi par l'occupant. Wat die ambtenaren niet mogen doen, is hun medewerking te verlenen aan maatregelen om de nazificering van de scholen, mishandeling van Joden, tewerkstelling van arbeiders in Duitsland en zoveel andere maatregelen, waaromtrent geen twijfel kon bestaan, dat zij alleen de vijand dienen en aan onze zaak afbreuk doen. Malgré les appels en provenance de Londres, Roepkes, le directeur des chemins de fer néerlandais, reste inflexible. Il poursuit sa collaboration. En 1942, la compagnie mettra à la disposition des occupants allemands 148 trains pour la déportation des Juifs de Westerbork. France, début 1942. À Berlin, on est très satisfait de la politique anti-juive de l'État français. Dans les actes de la conférence de Wannsee, moins de 4 lignes sont consacrées à la France. En France occupée et non occupée, le recensement des Juifs en vue de leur évacuation va très vraisemblablement s'effectuer sans grande difficulté. On demande à la SNCF de fournir ce premier convoi du 27 mars. Il faut voir que pour la SNCF, ce n'est pas une demande anormale, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ces convois spéciaux de France vers l'Allemagne, ils se comptent déjà en milliers. Alors, il y a les travailleurs volontaires qui sont partis travailler en Allemagne. Il y a ces convois de marchandises et puis des voyageurs qui circulent entre la France et l'Allemagne. Alors, ce qui est nouveau, naturellement, c'est que ce sont c'est un convoi de Juifs. Ce convoi du 27 mars, et apparemment, ça sera le seul de ce type, c'est un convoi de voitures de 3e classe. À partir des convois suivants, c'est-à-dire ceux qui partent à partir de juin 1942, ce sont des wagons à bestiaux. Et les wagons sont plombés. Ce sera le cas pour tous les convois de déportation de Juifs jusqu'à la libération du territoire français. Et donc cette SNCF, dans ce climat-là, le climat d'autorité, ce climat antisémite voulu par le gouvernement français, et ce climat de collaboration, va, j'allais dire, tout naturellement, et il faut comprendre cet adverbe. Ça ne veut pas dire que c'est normal ou que c'est bien, ça veut dire que la question se pose à peine. On dit, écoutez, il y a des transports à faire, et donc on va raisonner où trouver les wagons, qui va payer. Ça va être cette négociation.
Le 23 juin 1942, un document de la Société des chemins de fer du Reich qualifie les déportations à Auschwitz de transports destinés au travail forcé. C'est un mensonge. Il suffit d'écouter la radio pour savoir ce qui se passe vraiment à Auschwitz. Le 17 décembre 1942, Radio Londres diffuse une déclaration des Alliés sur les massacres de Juifs en Pologne. Le terme de camp d'extermination est utilisé pour la première fois. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Le Comité national français condamne les actes bestiaux et ces exterminations sans scrupule. Slovaquie, 1942. Ici aussi, les déportations vers les camps de la mort sont en cours. En l'espace d'une année, environ 57 000 personnes sont déportées en Pologne. Comment cela a-t-il été possible ? Eh bien, il faut dire qu'une partie des Slovaques était farouchement antisémite. Comme partout ailleurs, la plupart des Juifs de Slovaquie ne savaient pas où ils allaient être déportés. Les Allemands sont arrivés à le cacher assez longtemps. En revanche, les autorités slovaques ont dû le savoir très tôt. Et vous savez, sur cette question, les Slovaques étaient des collaborateurs particulièrement complaisants. Voici Frank Reiss. L'histoire des déportations depuis la Slovaquie ne le quitte pas. Il est slovaque né à Berlin. En 1938, sa famille fuit l'Allemagne nazie et se réfugie en Slovaquie à Piestany, dont son père est originaire. Mais la petite ville thermale à 60 km au nord de Bratislava n'est pas épargnée. Frank a 6 ans quand son existence bascule. Rosalia, sa mère, a rejoint la résistance en 1938. Depuis, elle est portée disparue. Un jour de mars 1942, il vient de rentrer de l'école quand son père lui fait ses adieux. C'est ici que j'habitais. Là, c'était ma chambre. Mon lit était ici. Et là, c'était pour la famille. C'était en mars 1942. Mon père m'a amené ici pour me dire au revoir. Je suis allé sur le balcon. J'ai vu mon père sortir par la porte et partir par là. Je lui ai dit au revoir d'en haut en lui faisant des signes. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Bien sûr, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et puis il s'est éloigné lentement en direction de la gare. Très peu de Juifs slovaques ont survécu à Auschwitz. Et puis, ils sont venus nous chercher. Ils nous ont fait marcher au pas de loi jusqu'à la gare. Les wagons étaient déjà prêts. Le soir venu, ils nous ont fait monter dedans et le train est allé à Sered, où ils nous ont regroupés avec tous les autres Juifs qu'ils allaient déporter.
Quelques jours plus tard, un train nous a emmenés à Auschwitz. La gare de cette petite ville de province est aujourd'hui un lieu de rencontre pour les jeunes et les piliers de bar. Mais pendant la guerre, Sered était une plaque tournante pour la déportation des Juifs de Slovaquie vers la Pologne. La plupart des habitants du lieu ne s'intéressent pas au passé, à l'exception d'une poignée de personnes qui veulent conserver la mémoire de la vie juive de la ville. Comme par exemple ces lycéens et leurs professeurs. J'aurais sûrement eu peur. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à leur place. Peut-être que je n'aurais pas supporté, que j'aurais pleuré. Mais je pense que ça aurait été moins dur si mes parents avaient été là. Mais j'aurais eu peur, ça c'est sûr. C'était sûrement dur. Ils étaient forcés à s'entasser dans ces wagons. On les traitait brutalement. Ce qui devait être horrible aussi, c'était d'être séparés de ses amis, de tout le monde en fait, sans savoir où ils allaient ni ce qui les y attendait. Ça devait être atroce. Le cimetière juif de Sered. Dans cette ville où le souvenir de la population juive semble s'effacer, Madame Dobrovichova entretient les vestiges du passé, avec l'aide de quelques élèves. Un sujet auquel les habitants de la petite ville semblent indifférents. Mais Madame Dobrovichova reste fidèle au poste. Les chemins de fer slovaques ont joué un rôle actif dans les déportations. Les trains allaient jusqu'à la frontière sous la responsabilité exclusive des chemins de fer slovaques. Ça devait être épouvantable. La première vague de déportation a été un succès, si on peut dire, puisqu'il n'y a eu que 280 survivants sur les 58 000 personnes qui avaient été déportées. C'est une page sombre de l'histoire slovaque. Mais pour l'heure, elle est encore largement méconnue. Bilan de l'année 1942, 57 convois de 1000 personnes chacun, 19 vers Auschwitz et les 38 autres dans les camps d'extermination de la région de Lublin. Pour l'administration slovaque, c'était une activité rentable. Dans un rapport daté de janvier 1943, on peut lire que tout avait été minutieusement préparé par la Société des chemins de fer slovaques. Cette opération portait le nom Action D ou Action David. Nous connaissons aujourd'hui le montant qu'ils percevaient pour transporter les prisonniers des camps de transit jusqu'à la frontière allemande. Ça leur a rapporté plus de 2 millions de couronnes. Et pour les trajets intermédiaires qui étaient facturés à part, on estime qu'il y en a eu pour 16 millions. Sur le plan financier, on a des traces très précises, parce que le gouvernement avait décidé dès le début d'allouer des crédits au financement de l'opération. Concrètement, cela signifie que le ministère de l'Intérieur a libéré des fonds spécifiques et que le ministère des Transports et des Travaux publics a bénéficié d'un crédit pour transformer les wagons avant les déportations. Dans le wagon, c'était épouvantable. On était entassés à 40 par wagon, avec juste une toute petite lucarne pour l'aération, comme dans les wagons à bestiaux. On ne pouvait pas regarder au dehors, on ne voyait rien, juste la lumière qui passait par la lucarne. Il y avait 2 seaux, un qui servait de toilette et l'autre avec de l'eau pour boire, pour tout le voyage. Et il y avait des enfants, c'était terrible. Le 20 octobre 1942, les déportations s'interrompent. Un évêque proche du pouvoir a adressé au ministre de l'Intérieur Sanyo Mach une lettre dans laquelle il lui demande de mettre un terme aux déportations. Et effectivement, les déportations vers les camps d'extermination s'arrêtent.
Le fils de Saniomar se souvient. La lettre disait qu'en 1942, des Juifs qui s'étaient évadés d'un camp étaient allés voir Monseigneur Wojtaszek et lui avaient raconté ce qui s'y passait. Il avait été très choqué et avait écrit à mon père pour lui expliquer que les Allemands mettaient les Juifs dans des camps pour les tuer. Ça lui a ouvert les yeux. En tant que ministre de l'Intérieur, il a fait cesser les déportations. Il a dit non aux Allemands. Il a dit que plus aucun Juif ne serait déporté. Et les déportations se sont arrêtées un certain temps parce que le gouvernement slovaque s'y opposait. Quand ça a recommencé en 1944, il n'était plus au gouvernement. Les Allemands ne lui faisaient plus confiance. Cette version du fils de Saniomar est aujourd'hui encore controversée en Slovaquie. Nombreux sont ceux qui pensent que la réalité est très différente. Ce n'est pas vraiment pour cette raison que les déportations se sont arrêtées. S'il avait été le seul à réagir, elles auraient certainement continué. Non. La raison principale, c'est que le nonce du pape est intervenu. N'oublions pas que Tiso était prêtre. Grâce aux protestations de l'Église catholique, à la pression internationale et à la dégradation de la situation militaire, le gouvernement slovaque du président Tiso cède. Mais l'interruption n'est que provisoire, et les déportations reprennent plus tard. Décembre 1942. Les déportations depuis les zones occupées se sont déroulées sans encombre. Certaines sociétés européennes de chemin de fer ont appliqué à la lettre les consignes des Allemands. En Europe, nombreux sont ceux qui n'ont aucune envie de connaître le sort des déportés. Mais dès la fin 1942, ceux qui veulent peuvent savoir. Le soir de Noël, le service allemand de la BBC diffuse un message sur ses ondes. Der letzte Akt der Judentragödie beginnt. In Massen wurden die übrig gebliebenen Juden, Greiser, Frauen, Kinder, in ungeheizten Viehwagen nach den polnischen Ghettos verfrachtet. Ganze Transportzüge wurden vergast. In der Slowakei wurden von 90.000 Juden mehr als 70.000 deportiert. In Holland und Belgien blieb nur ein Drittel der jüdischen Bevölkerung übrig. In Frankreich wurden nahezu 50.000 Juden nach dem Osten verschleppt. In diesen nüchternen Zahlen enthüllt sich die grauenhafteste Tragödie. Millionen Menschen werden ausgerottet. Und warum? Dans un instant, le second volet de notre enquête sur le rôle terrible des chemins de fer européens lors de la Shoah. Ils se faisaient payer pour transporter les Juifs dans les wagons à bestiaux.
Au tout début des déportations, tous les grands journaux clandestins rapportaient que les déportations signifiaient le génocide, l'extermination et l'éradication des Juifs. Dans un rapport daté de janvier 1943, on peut lire que tout avait été minutieusement préparé par la Société des chemins de fer slovaques. Cette opération portait le nom Action D ou Action David. Une décision de la SNCF pour mieux faire souffrir les Juifs de les entasser à 60 dans un seul wagon. Ces témoignages sur la déportation des Juifs vers les camps de concentration et d'extermination ont un point commun. Les transports étaient effectués par les sociétés de chemin de fer des pays occupés, avec leur matériel roulant et leur personnel. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, on en sait davantage. Certaines sociétés ferroviaires européennes ont collaboré avec les Allemands et ont pris une part active aux déportations de Juifs et de Tziganes. C'est le cas des chemins de fer slovaques. De la SNCF et de leur homologue néerlandais, la Nederlandse Spoorwegen. Depuis 1942, des convois partent de France, des Pays-Bas, de Slovaquie et d'autres pays occupés par l'Allemagne nazie en direction des camps d'extermination. Beaucoup de gens ont prétendu ne pas savoir. Mais un communiqué radiophonique diffusé le soir de Noël 1942 prouve que l'information circulait et que la réalité des camps de la mort était loin d'être un mystère. Der letzte Akt der Judentragödie beginnt. In Massen wurden die übrig gebliebenen Juden, Greiser, Frauen, Kinder, in ungeheizten Viehwagen nach den polnischen Ghettos verfrachtet. Ganze Transportzüge wurden vergast. In der Slowakei wurden von 90.000 Juden mehr als 70.000 deportiert. In Holland und Belgien blieb nur ein Drittel der jüdischen Bevölkerung übrig. In Frankreich wurden nahezu 50.000 Juden nach dem Osten verschleppt. Début 43 en France. Sur ordre des Allemands, de plus en plus de Juifs de toutes les régions sont déportés à Drancy. Le camp d'internement devient une plaque tournante de l'Holocauste. Prévu pour 700 détenus, on y entasse jusqu'à 10 000 personnes. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. Bien, ça va. Donc il y a eu régulièrement, à partir du mois de juillet, à partir du 17-18 juillet 1942, des déportations par groupe de 1000 personnes, au rythme de 3 ou 4 par semaine. Et c'était assez sinistre. Les gens qui étaient enfermés dans ce camp étaient rassemblés à la veille d'un convoi de déportation dans les bâtiments qui sont sur notre gauche, dans ces bâtiments-là. Et on les faisait sortir à 5 heures du matin, par groupe de 50 rassemblés sur la grande place au fond. 20 groupes de 50 parce que chaque groupe de 50 faisait un autobus et 20 groupes de 50 000 personnes, ça faisait un train complet pour la déportation. Les cars emmènent les détenus à la gare de Bobigny, à 2 km de Drancy. Le bus 151 passe aujourd'hui sur le trajet. La gare au triste passé a disparu depuis longtemps, mais un arrêt porte toujours son nom. Le site de l'ancienne gare de Bobigny. C'est d'ici que partira le 18 juillet 1943 le premier convoi de déportés. 20 autres lui succéderont. 22 450 personnes ont transité par cette gare.
pour être expédiés dans les camps d'extermination d'Europe de l'Est. La gare de Bobigny est aujourd'hui désaffectée et plus rien n'y rappelle les déportations. Elle est inscrite depuis 2005 aux monuments historiques, mais le propriétaire, la SNCF, ne semble pas voir l'intérêt d'en faire un lieu de mémoire. « 1943 aux Pays-Bas. Dans tout le pays sont érigés des camps de rassemblement en vue de la déportation des Juifs et des Tziganes. La plupart sont situés à proximité des lignes de la Société des chemins de fer néerlandais. À 30 km d'Eindhoven, le camp de Fürth est ouvert depuis mai 1942. Pour des milliers de Juifs, Fürth n'est qu'une escale avant leur transfert au camp de rassemblement central de Westerbork, leur dernière étape sur le sol néerlandais. Monsieur Peters a accepté de nous rencontrer à Fürth. Il est l'un des rares témoins à avoir assisté à l'arrivée de déportés dans cette gare. Le 6 avril 1943, des Juifs de toutes les provinces des Pays-Bas sont arrivés ici pour être internés au camp de concentration de Fürth, qui devait être aménagé en camp de travail. Ils étaient tous rassemblés sur cette place, encerclés par des SS. Il y avait aussi des cars, prêts à les transporter vers le camp de concentration. Mais la plupart devaient s'y rendre à pied. Et là-bas, depuis ces maisons qui bordent ce terrain de jeu, une photo a été prise. C'est la seule photo qu'on ait prise de tous ces gens rassemblés sur cette place. Cette photo a été prise par mon père. Il habitait ici, à Fürth, dans cette maison où je vis maintenant. Mon père a pris cette photographie de la lucarne du grenier. Il a été très prudent. La photo était l'un de ses passe-temps. Et quand il a développé ce cliché et a vu le résultat, il savait qu'il offrait aux générations futures une preuve de ce qui se déroulait sur cette place. Parfois, je me demande comment j'aurais réagi si j'avais occupé un poste de direction dans les chemins de fer néerlandais. Et si on m'avait soudain demandé d'entasser des êtres humains dans des wagons. Ça devait tout de même être bizarre. Ça s'est passé il y a longtemps, mais les gens à l'époque n'étaient pas moins sensés. Et ils auraient pu dire « Non, on ne peut pas faire ça ». Mais la direction des chemins de fer néerlandais poursuit une toute autre politique. Elle collabore avec les Allemands en mettant à disposition locomotives et wagons pour déporter des Juifs et des Tziganes. Dans l'un des plus vieux cimetières juifs du pays, nous rencontrons Ruben Fils, le président de la communauté juive des Pays-Bas. La direction des chemins de fer néerlandais savait à ce moment-là que les Juifs n'étaient pas traités comme les autres, même si elle ignorait ce qui leur arriverait par la suite. Tout le monde se rendait compte de l'escalade de l'horreur. Pour ne donner qu'un exemple, les Juifs devaient céder leur radio et leurs bicyclettes. Ils n'avaient plus le droit d'être fonctionnaires. Toutes ces mesures qui les obligeaient entre autres à porter l'étoile jaune permettait à l'évidence de se rendre compte que les Juifs étaient victimes d'exclusion. Alors, quand les chemins de fer déclarent qu'ils transportent des Juifs, moyennant paiement par exemple, d'Amsterdam via Muiderpoort à Westerbork ou au camp de Fürth, il s'agit bien d'une collaboration en connaissance de cause. Amsterdam, la ville des canaux, une vitrine du tourisme. Muiderpoort, un quartier d'Amsterdam
à forte proportion d'immigrés. Par le passé, la gare de Muiderpoort était un nœud ferroviaire important. Les principales lignes reliant le sud à l'est du pays se croisaient ici. Aujourd'hui, seuls des trains régionaux s'y arrêtent encore. Sous l'occupation, les Allemands et la Société des chemins de fer néerlandais avaient transformé Muiderpoort en gare de transit pour les convois de Juifs. Photographier les déportations était en principe interdit, mais quelques clichés sont néanmoins parvenus jusqu'à nous et illustrent le sinistre passé de cette gare. Dès leur arrivée, les Juifs étaient emmenés au sous-sol de la gare. Aujourd'hui, ces couloirs souterrains servent d'entrepôt à un magasin de cycles, et le silence qui y règne n'est entrecoupé que par le passage des trains. C'est ici que les Juifs attendaient d'être transportés dans l'un des camps de rassemblement des Pays-Bas. Rubenfils nous propose une visite guidée du sous-sol de la gare de Muiderpoort. Nous arrivons dans la salle où on rassemblait les Juifs avant de les emmener jusqu'aux voies. Il y avait un quai par là et un autre par là. Ils accédaient à cette salle, non pas par l'entrée principale des voyageurs, mais par une entrée séparée. On les isolait avant de les emmener dans ce sous-sol. Tout s'est déroulé ici, dans cette salle confinée. Et voilà par où ils entraient. Derrière cette porte, il n'y a qu'un couloir, et comme vous pouvez le constater, il est très étroit. Ernst Verdwin et sa famille ont eux aussi été déportés via la gare de Muiderpoort. On nous a entassés dans des wagons de voyageurs. On a dit à notre groupe, qui devait partir ce jour-là, je crois que c'était le 14 janvier, vous n'allez pas quitter les Pays-Bas. Alors on s'est dit qu'on partait pour Westerbork. On n'avait jamais entendu parler de Fürth. Dans le train, je suis presque sûr qu'il s'agissait d'une voiture de voyageurs. Mon père m'a dit tout à coup, et je m'en souviens encore très bien, nous sommes à Bois-le-Duc. Mais où allons-nous? C'est bizarre. Arrivés à la gare de Fürth, les SS nous ont déchargés comme du bétail. Ils avaient des chiens et ne cessaient de crier. On avait raconté aux SS qu'un convoi de grands criminels allait arriver d'Amsterdam. Des Juifs, donc des criminels. Mais il s'agissait plutôt de personnes âgées, d'enfants et de mères avec leurs bébés. En 1943, les déportations sont en cours dans tous les Pays-Bas. Grâce à des trains et des wagons de la Société nationale des chemins de fer néerlandais, les Juifs sont rassemblés dans des camps. La plupart des cheminots obéissent aux ordres de leurs supérieurs, sans protester. Je ne crois pas que les cheminots réalisaient que la société qui les employait participait à la déportation des Juifs. C'est pourtant ce qu'elle a fait. Non, l'occupant exigeait tout simplement que cela se fasse. Et ça s'est fait. Autant que je sache, aucun employé n'a dit « Non, je ne ferai pas ça ». C'était impensable. L'ordre était clair et ne tolérait pas d'objection.
goederenwagens neergezet. Des wagons de marchandises étaient prêts. Les hangars de marchandises avaient été vidés et on y emmenait des gens sans arrêt. Tous semblaient être des juifs. Les juifs ont donc été chargés dans les wagons de marchandises et tout le monde le sait aujourd'hui, emmenés à Westerbork. Voilà ce que j'ai vu à l'époque. La société de chemin de fer qui vante ses voyages confortables et rapides transporte parallèlement des êtres humains dans des wagons à bestiaux pour les livrer à leurs bourreaux. Nous avons tout vu, mais nous n'avons rien fait. Pour nous, il n'était pas question d'intervenir. Qu'aurions-nous pu faire? Nous n'étions pas en mesure d'empêcher quoi que ce soit. Un collègue plus âgé qui partageait le bureau avec moi a soudain reconnu l'un de ces juifs et lui a fait signe. Un gardien est immédiatement rappliqué chez nous et l'a mis en garde en lui disant « Tu veux te joindre à eux ?» On a compris alors qu'il valait mieux se taire. Hélas, la plupart n'ont pas survécu. Oui. À partir du 4 avril 1943, tous les dimanches soirs, 35 wagons de marchandises sont mis à disposition par la Société nationale des chemins de fer néerlandais pour des convois spéciaux partant de Westerbork vers la Pologne. Le plus gros convoi part le 8 juin 1943. Ce jour-là, 3017 personnes sont déportées des Pays-Bas vers l'Europe de l'Est. De nombreux cheminots néerlandais devaient savoir ce qu'il advenait des Juifs. En août 1942 déjà, le journal clandestin La Vérité les avait exhortés à venir en aide aux Juifs. Cheminots, vos trains chargés d'esclaves mènent à l'abattoir. Mais cet appel n'a visiblement donné lieu à aucune action de sauvetage digne de ce nom. Mis à disposition et convoyés par la société ferroviaire néerlandaise, les trains poursuivent leur course vers une destination connue. « 2004, en France. À l'occasion du 60e anniversaire de la déportation, les noms de toutes les victimes expédiées dans les camps de concentration au départ de Drancy sont lus à haute voix devant le mémorial. Une commémoration à l'initiative de Beate et Serge Klarsfeld, qui n'ont de cesse d'entretenir le souvenir de l'Holocauste depuis la fin de la guerre. Simon Béard, Raphaël Benmouarias, Fernand Baer, Hannah Becquier, c'était ma tante. Parmi ces noms, ceux de 11 400 enfants juifs déportés. Simon Becquier, 2 ans, mon autre cousin. Marie Belma, Maurice Benatar, Césarine Benitaille, Sam Barnatan. 11 400 enfants. Moïse De nombreux témoins de ces déportations n'ont jamais pu oublier ce qu'ils ont vu. Maria Baumann, André Bédaride, Rebecca Béard, Sarah Béard, Simon Béard. Le 31 juillet 1944, c'est le dernier convoi qui est parti de Drancy, avec ses enfants. Je les ai vus monter 2 par 2, se tenant par la main, dans les autobus, habillés comme des princes. Pourquoi? Parce que l'UGIF, l'Union Générale d'Israël de France, et des associations peut-être américaines, les avaient habillés comme je n'ai jamais vu d'enfants habillés. Les princes de la cour d'Angleterre, je ne les ai jamais vus dans de si beaux habits, aussi bien les garçons que les filles. Avec un calme, ils sont montés dans les autobus. Il y avait 300 enfants, il y avait peut-être 100 enfants par autobus, il y avait 3 ou 4. 2 par 2, en se tenant la main, ils sont montés. J'étais persuadé qu'on les envoyait dans un château. On n'habille pas des enfants comme ça pour les envoyer dans un camp de concentration. Et je crois que vraiment là, c'est les ignobles complices de Vichy. Pour papa, c'était vraiment très très fort.
C'était à la fois, il y a tout. Les gangsters nazis, je dirais à la limite, c'était pas grave. Ce qui l'a choqué, c'est que ça soit contre les enfants et que ce soit l'État français, que ce soit la France, la patrie des droits de l'homme, la patrie de son enfance, qui ait fait ça. Georges Lipietz a survécu à l'Holocauste. Par la suite, il est devenu l'un des principaux détracteurs de la SNCF, qu'il avait transporté au camp de Drancy après son arrestation en 1944. Et le matin du 10 mai, donc 36 heures après, nous sommes montés dans un train, plus exactement dans un wagon, transportés en autobus jusqu'à la gare de Toulouse, et nous sommes restés enfermés 36 heures dans ce wagon, sans boire, sans manger, une chaleur étouffante, en ayant peur, à chaque instant, d'être gazés. Parce que nous savions que les nazis gazaient les juifs, mais on ne savait pas où, ni quand, ni comment. Et c'est après la retraite qu'il a commencé vraiment à déprimer assez gravement, avec des cauchemars toutes les nuits, portant sur 2 points liés à sa déportation. D'une part, le souvenir du train, et d'autre part, la menace constante qui pesait sur eux à Drancy de la part des gendarmes français, et notamment cette scène presque fondatrice qu'il m'a racontée quand même assez vite dans mon enfance, des gendarmes français pointant leurs fusils vers des enfants qui s'approchaient des fils de fer barbelés. Dans l'ancien camp de Drancy, un wagon rappelle les déportations. Restauré fin 2007, le logo de la SNCF en a été retiré. La SNCF refuserait-elle d'assumer son passé ? Je rappelle que nous mettons par exemple des plaques rappelant le départ des trains de la déportation dans les gares où il y a eu effectivement des trains qui sont partis pour la déportation. Donc nous rappelons constamment les choses. Nous ne les cochons pas, nous ne les fuyons pas. Donc je ne vois pas pourquoi nous décidons de le faire uniquement dans ce cas-là. Et s'il y a des discussions, s'il y a des complications, ce sont plus des complications techniques, des décisions techniques, qu'une volonté politique de vouloir l'en empêcher. Des complications techniques, comme à la gare de Bobigny sans doute. Monsieur Tinader fait partie d'une petite association qui souhaite transformer le site en mémorial des déportés. Car c'est ici que les Juifs de Drancy étaient embarqués dans les trains. En France, disons qu'il reste, par rapport à la Shoah, il ne reste que le camp de Drancy, qui est d'origine, qu'on n'a pas touché, et cette gare de Bobigny. Il ne reste rien d'autre comme lieu de mémoire. Donc c'est de là qu'est partie cette volonté de rendre à la mémoire ce site. Et à l'époque, la SNCF nous l'avait offert, enfin, on avait fait des démarches pour obtenir cette gare, nous l'avait offert pour le franc symbolique, mais avec beaucoup de contraintes, et pour une petite association, c'était très lourd à gérer. Donc on n'a pas donné suite. Et en même temps, les conditions étaient que de l'autre côté de la gare, il y a les rails qui passent et c'est toujours en service. Ils nous imposaient de faire un mur de sécurité, ça allait de soi, de façon à ce que s'il y ait des manifestations, et quoi que l'on fasse nous de cette gare, il n'y ait pas de risque avec cette voie ferrée en service. Mais ils nous imposaient que ce soit nous qui payions les frais de ce mur, et ils nous imposaient que c'est eux qui choisiraient les matériaux, les entreprises, et nous, on devait payer. Alors, voyez la position de la SNCF après cette période. Les dirigeants de la SNCF n'étaient pas très glorieuses. Fin 1943, aux Pays-Bas. Le commandant du camp de concentration de Westerbork, Albert Conrad Gemmecker, passe commande d'un film. Ce document montre le déroulement des déportations au départ de Westerbork.
et témoigne du rôle essentiel de la Société des chemins de fer néerlandais. Voici ce qu'on appelle le film de Westerbork. Là, on peut voir la colonne volante, le service d'ordre des prisonniers juifs. Westerbork était un camp de transit pour les Juifs. Plus de 100 000 Juifs ont transité par ce camp situé à l'est des Pays-Bas avant d'être expédiés dans les camps d'Auschwitz ou de Sobibor. On identifie clairement des citoyens néerlandais. Jusqu'à la frontière allemande, le convoi était sous la responsabilité des chemins de fer néerlandais, mandatés pour ces transports. Lors de son procès, je crois, Eichmann a dit que de toutes les déportations d'Europe, celle des Pays-Bas était celle qui s'était le mieux déroulée. Geimecker en était très fier, au point qu'il a immortalisé son œuvre dans un film. Dans le film, on peut voir aussi des wagons d'autres pays occupés. Ceux de la SNCF circulent également aux Pays-Bas. C'étaient des wagons à bestiaux gris foncé, noirs. Ils étaient complètement barricadés. Même les arrivées d'air étaient obstruées, de l'intérieur et de l'extérieur. On y est monté sous les cris et les menaces. Pour ne pas prendre de coups, on y est monté très vite. Le convoi allait de Westerbork à Auschwitz. Nous savions que la destination était Auschwitz. Oui, ça on le savait. On avait déjà entendu parler de Sobibor à Fürth, mais on n'en savait pas grand-chose. On en savait plus sur Auschwitz en revanche. Il y avait 90 à 100 personnes par wagon. Je ne sais plus le nombre exact. Dans celui où ma sœur et moi avons été poussés, nous étions 40 à 45 jeunes. À Amsterdam, de nombreux Juifs tentent désespérément de se cacher pour échapper à la déportation. Certains citoyens néerlandais leur portent secours, mais les dénonciations sont fréquentes, avec des conséquences terribles. On parlait toujours de fuir, mais on ne pouvait pas s'enfuir de Westerbork, parce qu'on aurait mis en danger d'autres personnes. On pensait donc qu'on n'avait pas le droit de mettre à exécution un plan d'évasion. On s'y est préparé, mais on n'envisageait de le faire qu'une fois dans le train. Le 3 septembre 1944, Sonia Wagenaar se trouve dans l'un des wagons du tout dernier convoi de déportation en provenance des Pays-Bas, tout comme Anne Frank, l'une des victimes les plus célèbres du délire racial allemand. Elle aussi avait été internée au camp de Westerbork pendant près d'un mois. Sonia Wagenaar et son groupe optent pour l'évasion, une entreprise très hasardeuse. C'est un miracle que nous ayons réussi à faire un trou dans une cloison tout de même très épaisse, avec une toute petite scie. L'ouverture était carrée et à peu près de cette taille, si bien que je pouvais tout juste m'y faufiler. Ik kon erdoor, maar het hield niet over. En het moest vlug gebeuren. Et il fallait faire vite. Nous avions tous très peur de ne pas y arriver avant que le convoi ne soit arrêté quelque part et que les Allemands ne contrôlent le wagon. Alors on a scié comme des forcenés et les hommes se relayaient sans cesse. J'ai jeté mon manteau par le trou
avant de me faufiler dehors. Là, je me suis retrouvée assise sur l'attelage entre les deux wagons. Et je ne savais pas si j'aurais le courage. Je voyais les rails défiler à toute vitesse sous mes pieds. Geleden met behoorlijke vaart. En ik had geen idee hoe ik eraf moest. Dat ik eigenlijk niet bang meer was. Je ne savais plus quoi faire. Ik wist niet meer Mais wat il fallait que je saute. Maar ik moest eraf. Alors j'ai plongé comme à la piscine. J'ai plongé sous le wagon. Onder de wagon. Le seul souvenir que j'en ai gardé, c'est le fracas du train qui filait au-dessus de moi. Ce document prouve que la société ferroviaire néerlandaise se faisait rétribuer pour ses services. Chaque juif convoyé d'Amsterdam à Westerbork était facturé 4 florins 80. Les Allemands payaient grâce aux biens confisqués aux Juifs. Après la guerre, la société ferroviaire néerlandaise donne sa propre version des faits. Elle n'aurait appris qu'à la fin des déportations que les Juifs étaient assassinés à Auschwitz. Pour le journaliste Yefashe, il s'agit d'une allégation pour se tirer d'affaire. Au tout début des déportations, tous les grands journaux clandestins rapportaient que les déportations signifiaient le génocide, l'extermination et l'éradication des Juifs. Cette information est également largement diffusée pendant la seconde moitié de l'année 42. Et elle est sans équivoque. La déportation est synonyme de mort. Les communiqués traitant de ce sujet connaissent leur apogée avec la déclaration commune des Alliés le 17 décembre 42, dont il est donné lecture sur toutes les radios des forces alliées. Dans cette déclaration, ils annonçaient qu'Hitler avait lancé son plan d'extermination du peuple juif d'Europe. On peut donc affirmer, sans l'ombre d'un doute, que dès la fin du mois de décembre 42, c'est-à-dire 6 mois après le début des déportations, chacun pouvait connaître la destination des convois s'il le voulait. Nous avons voulu rencontrer la direction de la Société des chemins de fer néerlandais pour lui donner la possibilité de s'expliquer. L'interview nous a été refusée par courrier au motif suivant: notre société s'est déjà excusée auprès de la communauté juive en 2005. Maar dan zie je dat zo'n bedrijf ook na de oorlog probeert zijn eigen. Après la guerre, cette société a essayé d'écrire sa propre version de l'histoire. Een paar jaar geleden zijn ze daar opnieuw mee bezig. Et il y a quelques années, ils ont recommencé en disant: nous avons fait une campagne d'affichage dans les gares où était cité Auschwitz. Et c'était une façon de reconnaître notre culpabilité. Nous ne pouvons pas faire plus. Nous considérons que cette affaire est réglée et fait partie de l'histoire. Mais ça, l'avenir nous le dira. On ne tourne pas ainsi une page d'histoire simplement parce que quelqu'un de haut placé en a décidé ainsi. Aujourd'hui, on sait que 103 convois sont partis de Westerbork. 68 pour Auschwitz, 19 pour Sobibor, 7 pour Térésine et 9 pour Bergen-Belsen. Le 12 avril 1945, Westerbork est libéré par des troupes canadiennes. Des 107 000 personnes déportées des Pays-Bas, seuls 5 200 ont survécu. Le 28 août 1944, en Slovaquie. Une insurrection éclate contre les Allemands et le régime du prêtre catholique Joseph Tiso qu'ils soutiennent. Après de violents combats, les Allemands parviennent à réprimer la révolte. La ville de Banska Bystrica est le centre de l'insurrection. En 1942, le gouvernement slovaque avait fait déporter près de 57 000 juifs. Les déportations avaient cessé à partir du mois d'octobre 1942, en raison notamment de la réprobation de l'Église.
À présent, en 1944, elles reprennent sous la tutelle des Allemands. Près de 13 500 Juifs sont alors expédiés à Auschwitz, Sachsenhausen ou Térésine. Banska Bystrica en 2007. Sur le quai numéro 1 de la petite gare, on prépare l'exposition Projekt Wagon. Le supplice et le sort des Juifs slovaques sont évoqués dans 2 wagons de marchandises. L'exposition est modeste, mais elle impressionne, surtout les jeunes. C'est une exposition à la mémoire des personnes qui ont été victimes des persécutions racistes entre 1938 et 1945. Un prêtre a très bien résumé notre objectif en disant qu'il s'agissait de se souvenir d'une époque où le mal l'avait emporté sur le bien et où régnait l'absurdité. Car aujourd'hui encore, il y a des gens qui prétendent que ces choses n'ont pas eu lieu. Il faut savoir que la société de chemin de fer était mandatée par l'État. Elle était payée pour ça. Si je me souviens bien, elle a chiffré le coût des déportations à 24 millions de couronnes slovaques. La société des chemins de fer slovaques a facturé la déportation de 57 572 personnes et elle a été payée. Aujourd'hui, elle met à notre disposition tout ce matériel pour une somme symbolique. Potom deportácie. K tým arizáciám, neviem, ja som vám hovorila v tej Bystrici, hej, nejaké veci. Takže to spomeníte. Ty poviete arizáciu ako takú, všeobecne, čo to bola arizácia? Prvý zákon. On a appris comment ils ont transporté les Juifs. Une femme a raconté comment sa mère lui a écrit sa dernière lettre. Elle l'a reçue pour son 7e anniversaire. C'est triste. Ce qu'on a fait aux Juifs est très triste. Cette exposition me paraît très importante. Ça devait être terrible pour les Juifs, tout ce qu'ils ont vécu et enduré. Les trains roulaient et déportaient. La société ferroviaire était payée pour ça, point final. Vous pensez qu'elle a eu des scrupules à emmener les Juifs dans les camps et qu'elle s'en est préoccupée après la guerre? Personne ne s'est préoccupé de ça, personne. Pour la société de chemin de fer, la page était tournée. Frank Reichs, dont le père a été déporté de Slovaquie le 25 mars 1942, accomplit son propre travail de mémoire. Il s'est rendu dans l'ancien camp de concentration de Majdanek à la recherche d'une dernière trace de son père, pour trouver enfin la paix. Je vois ça pour la première fois. Oui. C'est incroyable. On a du mal à croire que c'est la réalité. C'est irrationnel. Oui, je sais qu'il est mort au camp de concentration. Mais ici, c'est écrit noir sur blanc. Comme si nous avions encore besoin d'une preuve. L'acte de décès officiel est un document abstrait, mais ça, c'est vraiment réel. Je peux lire son nom, sa date et son lieu de naissance. Doit-on se pencher sur la part de responsabilité des chemins de fer slovaques dans l'Holocauste? Sans doute. Tout ce qui permet de mettre en lumière ce qui s'est passé
Et de connaître les gens qui y ont participé est sans doute important. Une nation qui ne se souvient pas reproduit les fautes qu'elle a commises. Après la guerre, la SNCF commandite le film La bataille du rail, une œuvre cinématographique à la mémoire de ses employés, mais avant tout un monument à sa propre gloire. Le mythe est monté de toutes pièces. Dans le film, la SNCF se présente comme un organe influent de la résistance française, impliqué dans la lutte contre les troupes d'occupation allemandes. Ce n'est pas la direction de la SNCF, mais bien les cheminots, conducteurs, ouvriers des voies et mécaniciens qui ont risqué leur vie pour saboter l'infrastructure militaire allemande. « 819 cheminots ont été exécutés par les Allemands parce qu'ils appartenaient à la résistance. 1200 sont morts dans les camps. Mais la résistance a-t-elle jamais stoppé ne serait-ce qu'un seul convoi de déportés ? Et puis surtout, ces cheminots français qui, à partir de 1942, s'engagent si massivement dans la résistance, et souvent dans la résistance communiste, qui ont joué un rôle tellement important pour freiner l'avancée des troupes allemandes au moment du débarquement, c'est un rôle qui a été reconnu. Ces cheminots qui ont aidé à saboter aussi les convois allemands qui remontaient vers le nord en juin 1944, ces cheminots tout simplement n'ont pas reçu d'ordre des réseaux de résistance. La résistance française n'a pas donné d'ordre aux résistants de saboter ces convois, d'arrêter les trains. Les trains de déportés continuaient à traverser la France sans encombre. À la frontière, le personnel français était relayé par une équipe allemande qui acheminait les Juifs et les Tziganes vers les camps d'extermination de Pologne. Nous n'avons trouvé aucun indice permettant d'affirmer que la SNCF se serait opposée aux déportations, ou simplement aurait exigé un meilleur traitement des déportés. C'est mentionné très subrepticement dans les rapports de l'époque, mais il n'y a pas, en tout cas on n'a pas retrouvé, de protestation officielle. Alors, la question, est-ce que la SNCF aurait été en mesure de protester ? Très probablement. Quelles auraient été les représailles ? Probablement limitées à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se serait passé si, à la tête de la SNCF, on avait décidé de cesser de fournir des trains ? Finalement, on n'en sait rien. On sait aujourd'hui, par exemple, que des soldats qui ont refusé de participer au groupe de tuerie à l'Est n'ont pas été punis. Donc on ne sait pas. On peut quand même penser que ils pouvaient risquer la déportation. Mais je ne crois même pas qu'ils ont pensé à des risques parce que, à ce niveau économique, on pouvait passer dans la clandestinité. Ce n'était pas une difficulté. Je pense qu'il y a une sorte d'inertie qui fait que l'on fait son travail sans réfléchir aux conséquences que ce travail a. Et les dirigeants de la SNCF, ils ont fait comme tout le monde, ils ont approuvé, ils ont fait ce qu'on leur demandait d'une manière abominable, en expliquant après la guerre qu'ils étaient obligés d'obéir aux ordres. Ils auraient pu démissionner et faire autre chose. Mais ça, personne n'y a pensé. Nous sommes arrivés à la gare d'Austerlitz, les autobus nous attendaient et nous sommes arrivés à Drancy avec les autobus conduits par des Français. Comme le chemin de fer était français, et je signale que le SS
la SNCF facturait au SS le transport aussi bien des Juifs, ou prétendus tels, que des déportés politiques. Nous étions une marchandise comme une autre. Il y a quelques années, un document qui semble être une facture de déportation a effectivement ressurgi. Elle est datée du 12 août 1944. 13 jours plus tard, le 25 août, Paris est libéré. Détail pour le moins frappant, la SNCF aurait réitéré sa demande de règlement le 24 octobre 1944. À cette date-là, l'armée américaine a déjà engagé le combat sur le sol allemand. Aix-la-Chapelle vient d'être libérée. Mais selon ce document, la SNCF réclamait toujours à ce moment-là la somme due pour un convoi de déportation, 210 385 francs et 90 centimes. Des historiens reprochent à la SNCF de ne toujours pas donner accès à la totalité de ses archives. Il serait impossible de consulter, par exemple, les dossiers des membres de la direction. Et pour cause, toute la correspondance avec les services des transports allemands doit y figurer. Pour se justifier, la SNCF allègue la protection de la vie privée. Les itinéraires des convois de déportation seraient eux aussi introuvables, disparus soi-disant. La société cherche-t-elle à empêcher le travail des historiens ? Et aucun document n'est aujourd'hui retiré de la circulation. Aucun document n'est classifié, interdiction de diffusion, etc. Au fond, tout chercheur qui voulait déjà à l'époque et qui veut encore aujourd'hui avoir accédé à nos archives peut le faire. Nous avons encore une fois une obligation, nous donnons une obligation morale de regarder en face le passé et de le faire voir par les historiens. Il faudrait retrouver les archives qui doivent exister. SNCF produit des masses d'archives qui doivent exister, qui permettraient de répondre à des questions concrètes qui n'étaient pas les questions qu'on se posait il y a 20 ans ou 30 ans. Sur l'organisation concrète de ces convois. Et pas seulement la chaîne de commandement au plus haut niveau. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est descendu dans la hiérarchie pour les organiser concrètement. Et là, il reste beaucoup de travail à faire. En 2001, Georges Lipietz porte plainte contre la SNCF et l'État français devant le tribunal administratif de Toulouse. La SNCF doit reconnaître sa part de responsabilité morale dans les déportations. À l'époque, Lipietz emploie le terme de crime contre l'humanité. La décision prononcée en 2006 conclut à la co-responsabilité de la SNCF et de la République française dans les déportations. L'État français accepte le jugement. Et la SNCF dit, mais pas du tout, nous, on n'est pour rien dans cette affaire. D'ailleurs, nous étions une entreprise commerciale, nous ne sommes pas un service public, et ce n'est pas au tribunal administratif de nous juger. Voilà en gros l'histoire. Alors, malheureusement, mon père est mort pendant le procès. Le procès a duré de 2001 à 2006. Il est mort en 2003, à la mi-temps en quelque sorte. Et ma mère, ancienne résistante, et les 3 enfants ont évidemment repris l'instance aux côtés de mon oncle. L'État, la République, aujourd'hui, n'a pas fait appel de cette décision. L'État a accepté d'être condamné par le tribunal administratif de Toulouse pour la responsabilité de l'État français dans les fautes commises. Donc ça, c'était un point qui a été acquis grâce au procès de papa. Mais il restait la SNCF. Et papa lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en cause la SNCF ? Parce que moi, je ne suis pas partie. Et ma mère et mon père ne sont pas partis en camp de concentration. Mais on en a eu un premier goût, un avant-goût à travers les wagons. Il y a des plaintes qui sont portées contre la SNCF. Donc, la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une responsabilité pénale aujourd'hui de la SNCF dans le cadre des procédures ? Dans ce cas-là, ma réponse est non. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la SNCF dans la déportation des Juifs ? À l'évidence, oui. C'est-à-dire que on a, en somme,
à un certain nombre d'administrations ou d'entreprises qui ont rendu possible la déportation. Après la mort de Georges Lipietz, ses enfants, Alain, Hélène et Catherine, veulent poursuivre le combat de leur père. Ils sont convaincus que la SNCF a sa part de responsabilité dans la mort de nombreux juifs. Nous avons des témoignages dans le rapport Bachelier, par exemple, qu'à Châlons-sur-Marne ou à Reims, on ouvrait des wagons dont s'échappaient des hurlements et il fallait déjà sortir un tiers des personnes mortes étouffées ou mortes de soif. Donc la façon dont la SNCF transportait les Juifs en les surentassant dans des conditions d'hygiène atroces et en les étouffant et en ne leur donnant pas d'eau, était une façon de les exécuter déjà. Ce n'est pas simplement on a transporté des gens par le train qui se sont retrouvés à Auschwitz et là les nazis les ont tués. Non. La SNCF a tué des gens en les transportant. Et on a tué, pour certains convois, de l'ordre d'un tiers sur le territoire français. Mais ce qui a choqué papa, et ce qui a choqué beaucoup de gens, y compris les résistants, c'était finalement la présence des Allemands était minime par rapport au fait que ce soit des Français qui acceptent de pousser des êtres humains dans des wagons à bestiaux. Et ça, je crois que c'était un avant-goût déjà des camps, mais c'était déjà pour quelqu'un qui avait été élevé en France, pour quelqu'un qui était diplômé de nos grandes écoles, c'était déjà quelque chose d'horrible. C'était de se dire que finalement, la France de 1789 était morte pour papa quelque part dans les wagons à bestiaux. Entre-temps, les juridictions françaises ont affirmé le jugement de Toulouse pour des raisons formelles, sans pour autant se prononcer sur le fond, dans la mesure où la juridiction administrative n'était pas compétente pour cette affaire. Pour l'heure, un nouveau procès n'est pas prévu en France. Mais aux États-Unis, un groupe de personnes a porté collectivement plainte contre la SNCF. L'issue de cette procédure reste ouverte. Plus de 60 ans après les déportations, des gens se battent toujours au nom de la vérité. Face à la défaite militaire, Adolf Eichmann avait déclaré en 1944 qu'il voulait au moins gagner la guerre contre les Juifs. Si Eichmann l'a perdu, le mérite n'en revient assurément pas à ces sociétés de chemin de fer européennes. Pour les militaires américains, la médiatisation de la guerre du Vietnam et de ses horreurs porte la responsabilité de la défaite. Explication la semaine prochaine. Il y a tant à apprendre en regardant les mercredis de l'histoire avec les cours Legendre. Cours particuliers Legendre, soutien scolaire depuis 1957. Votre soirée sur Arte. Dans un instant, cinéma avec un film primé au Festival de Locarno, naïf et envoûtant, qui nous emmène aux lisières du surréel. Minuit 20, cinéma encore, mais court, avec Court-Circuit, le magazine. Jusqu'au cœur de la nuit, avec Arte. Tout arrive d'Arnaud Laporte. À midi, pensez aussi à nourrir votre esprit. France Culture, changez de point de vue. Qu'avez-vous à nous dire? C'est un type bien, ce Dreimann, non? On devrait le faire surveiller. Tu veux publier ça? À l'ouest, avec ton aide. Dans mon appartement, on ne risque rien. C'est l'instant fatidique de la vérité. Et qu'est-ce qu'on dit si on nous demande ce qu'on fait tous ensemble ici? Si un collaborateur vous trahit, vous le châtiez aussi durement que possible, ou bien non.
Film choc. Oscar du meilleur film étranger en 2007. La vie des autres, c'est lundi, à 21h sur Arte. Mardi. Au milieu du flot de voyageurs, la gare de Zurich deviendra scène d'opéra. La Traviata. Correspondance pour Zurich, mardi à 20h05, en direct sur Arte. L'accordeur de Tremblement de terre, un film lyrique et obsédant librement adapté de Jules Verne. She's dead. What? Echevarria! Adolphus, by the door. Darling, I promise. Darling, how was I? Sublime. Really? Oh, kiss me. Guess who, madame? Lilies. Has to be him again. Divine One, ever more tightly around our two souls, draws the thread between your voice and my ear. Yours eternally, Emmanuel, draws. You know what to do with it. Yes, madame. The same as all the others. Well, he could at least change his florist. Oh, darling, why worry about it? I don't even know who the man is. Inside or outside? Oh, inside. Take me. Bring me.